Donc effectivement, je vais essayer de répondre à cette question qui m'a été donnée, comment raisonner les apports foliaires, qu'ils soient d'origine minérale ou organique, sur l'enrichissement dans les mous. Donc tout d'abord, reprenons un peu aussi les bases. La fertilisation foliaire, nous, dans notre contexte viticole, ça reste une pratique qui est de plus en plus utilisée et, comme le disait Guillaume, qui permet quand même d'avoir une complémentarité et notamment de réagir rapidement sur des effets millésimes. L'avantage de la fertilisation foliaire, c'est effectivement ça, donc de répondre rapidement, d'aller sur les organes cibles, notamment l'appareil végétal, et aussi au plus proche de la production, à côté des fruits. Son avantage, et là c'est le second, c'est aussi d'aller éviter tout simplement des facteurs limitants que l'on peut retrouver au niveau du sol sur la nutrition par voie racinaire, qui peuvent être liés à des conditions climatiques, par exemple la température, l'eau, mais également au pH, qui peuvent rétrograder certains éléments et amener à des non-disponibilités, qui peuvent être liées aussi à l'activité microbienne, donc la réduction de la minéralisation, qui peut entraîner une réduction de l'assimilation par voie racinaire, mais également des phénomènes de lixiviation, donc des pertes de cette nutrition aussi. La fertilisation foliaire, au final, c'est une méthode que l'on emploie plutôt à l'échelle annuelle, qui est assez complémentaire, et aussi son avantage, et notamment sur le sujet actuel, c'est d'aller cibler des stades clés, notamment en fonction du développement, et on verra que c'est vraiment important de connaître les phases de développement du végétal, parce qu'en fonction des stades phénologiques, on va avoir des besoins en éléments plus ou moins importants, et pour retrouver notamment cet azote sur l'azote assimilable des mous, il faut vraiment aussi comprendre le fonctionnement de la plante. Quand je parle de l'azote assimilable, donc c'est la forme d'azote que l'on retrouve dans les mous, qui est utilisée par les levures pour leur croissance, donc vraiment elles déjà leur propre nutrition, mais aussi derrière donc pour leur fonction qui est la fermentation. Cet azote assimilable, il représente 25 à 40% de l'azote total dans les mous. On a aujourd'hui un seuil qui est fixé à peu près de 140 mg d'azote par litre. Alors ça va dépendre aussi des objectifs et des cépages. Donc ça aussi on le verra, mais le cépage a aussi un fort poids. Mais en dessous de ce seuil, on dit souvent qu'on va toucher des seuils de carence à la fermentation au niveau de l'azote. Dans cet azote assimilable, il y a différentes formes. Donc il y a la forme ammonium et la forme plutôt organique acide aminé, qui représentent chacune 20% et 80%. Cet azote assimilable, dans les mous, il va avoir plusieurs facteurs d'influence. Donc le premier, et je pense qu'au final, vu toutes les présentations du début de matinée, on en parle quand même beaucoup, les conditions climatiques. Donc tout simplement, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il y a des conditions trop sèches ou trop humides, on va quand même avoir des variations très sensibles de cet azote qui se retrouve dans l'organe de réserve et de production de la vigne. Il y a également l'échelle de la parcelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et c'est vous en tant que viticulteur, vous le connaissez le mieux, c'est vraiment déjà sa vigueur et aussi son profil carentiel que la parcelle peut avoir. Et on le verra, au final, la parcelle a toujours le poids le plus fort sur l'influence de l'azote assimilable. Il y a également la question de la génétique du végétal. Donc là, c'est un sujet bien vaste et qui est encore en cours de connaissance, mais on sait aussi qu'en fonction de la variété, on va avoir des influences plus ou moins fortes sur ces flux d'assimilation d'azote assimilable. Il y a également, forcément, dans l'accentuation de l'azote assimilable dans les mous, les apports de fertilisation foliaire, qui sont au final la composante qu'on arrive à mieux gérer, tout simplement parce qu'on a une action directe à la parcelle. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 10 ans de recherche, autant par les instituts techniques, notamment l'IFEV ou d'autres centres de recherche, qui ont pu permettre de mieux connaître l'influence de la fertilisation foliaire sur cet azote assimilable. Donc je vais vous présenter déjà aussi ce bilan un peu de synthèse, ces 10 dernières années, ce qu'on a pu apporter comme connaissance déjà sur la fertilisation foliaire. Et après, je m'appuierai donc sur le projet NV2, qui a été aussi un projet d'observation et de mise en place de ces connaissances. Bon, la première chose à savoir sur la fertilisation foliaire, c'est que forcément la période d'apport est cruciale pour savoir où l'azote va être alloué dans la plante. Plusieurs études, et ça date de bien longtemps, de la connaissance de la plante, mais par exemple la vigne, en fonction de son stade de développement, on va avoir des réallocations de l'azote différentes dans les organes,
Concrètement, début de cycle, sur de la croissance, on va avoir essentiellement l'azote qui va partir sur des organes de croissance, les feuilles par exemple, pour aller optimiser cette fonction de mise en place photosynthétique et développement. Plus on va se rapprocher sur la production du fruit et sur la fin de cycle, plus on va avoir une réallocation des réserves dans ces organes de mise en réserve et de production, donc les troncs, le tronc, la racine, les racines, les rameaux et également les grappes. Ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs, donc Verdenal, qu'on a déjà cité plusieurs fois, mais on fait des recherches entre si je fais des pulvérisations plutôt à la floraison ou plutôt à la véraison. Donc là, c'est des pulvérisations base minérale à 20 kg d'azote forme uréique. Ils ont regardé en fait tout simplement où l'azote va aller dans la plante. Ce qu'ils ont pu remarquer, et qui suit la logique du végétal, c'est que des applications plutôt début cycle vont se retrouver sur des organes de croissance et des applications plutôt fin de cycle, véraison, sur la formation et la maturité du fruit, vont se retrouver plutôt sur des organes de réserve. Ça, c'est important parce que tout simplement, déjà, ça indique un peu quel est l'objectif de notre apport. Des apports début de cycle, floraison, ça a quand même un intérêt tout simplement sur des parcelles qui ont des besoins et des demandes azotées en fonction des millésimes. Ça permet aussi d'aller optimiser tout ce feuillage et tout cet appareil photosynthétique pour aussi derrière aller apporter la nutrition à la plante. Aujourd'hui, l'essentiel des études porte quand même sur la véraison, sur des apports base minérale véraison, mais c'est quand même intéressant d'aller plus loin que de se dire à la véraison, c'est le stade qu'il faut apporter, qu'il faut aller pour faire ces apports. Là, je remercie Alain Deloire qui a pris le temps aussi de préparer cette présentation avec moi et de mettre à disposition aussi ses connaissances. Tout simplement, à la véraison, donc on est vraiment au stade où, au début véraison, il y a le ramollissement du fruit. Donc il y a une accumulation active du sucre et des métabolites dans le raisin qui permettent d'arriver à la fin de la véraison au plateau de maturité. Ce qui est important à savoir sur ce stade-là, c'est vraiment que le début de la véraison, il va y avoir un flux de sève, donc on parle de la sève élaborée, le phloème, qui permet d'avoir le transfert de tous les métabolites et notamment de l'azote qu'on a mis par pulvérisation foliaire vers la baie. Ce flux de phloème, il faut savoir que plus on arrive vers la fin de la véraison et notamment au plateau à la maturité, plus ce flux va se ralentir et s'arrêter. Donc il y a quand même un intérêt à vraiment connaître le stade de la véraison et son début pour avoir une optimisation tout simplement des apports que l'on va réaliser pour qu'ils se retrouvent au mieux dans la grappe. Donc aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'aller diagnostiquer les débuts de stade phénologique dans les parcelles. Mais aujourd'hui, donc notamment sur des cépages colorés, vous pouvez avoir un indicateur quand il y a à peu près 5 à 10% des baies colorées sur la grappe. On se situe sur un début de véraison. Ou alors, vous pouvez aussi le remarquer par le ramollissement du fruit. Donc quand on dit qu'il y a 50% des baies qui sont ramollies sur la grappe, c'est un début de véraison. Donc ça, c'est quand même un sujet intéressant et on voit, moi, en faisant la synthèse de toutes les études qui a pu être faites sur les apports à véraison, c'est quand même aujourd'hui une connaissance pas forcément précise. On ne sait pas vraiment à quel moment, au niveau de la véraison, il y a eu l'application. Forcément, d'autres paramètres au-delà que la période d'application, c'est la quantité d'azote à apporter à la parcelle. Donc là, des études ont été faites, de nombreuses études ont été faites notamment par l'IFEV et aussi d'autres centres de recherche sur la quantité réelle d'azote à apporter à l'hectare. Ils ont pu voir qu'en moyenne, et ça c'est assez représentatif, nous par exemple le projet NV2 le reprend aussi, qu'à peu près 10 kg d'azote à l'hectare permettent d'avoir un gain de 50% d'azote assimilable par rapport à un témoin non traité en fertilisation foliaire. Plus cette quantité va être importante et on voit que quand même il y a un effet multiplicateur. Donc il y a réellement un effet dose d'azote à la parcelle. Ces études ont quand même montré aussi l'intérêt d'aller fractionner ces apports. Amener 20 kg d'azote d'un coup, c'est déjà prendre le risque que tout ne soit pas assimilé. Et après, là, j'ouvre une autre porte. Mais ça peut être aussi le risque tout simplement d'aller nourrir d'autres êtres vivants qui sont dans la parcelle, notamment certains pathogènes ou champignons. Donc il y a quand même cette réflexion de la période d'apport et le fractionnement des doses. D'autres études ont regardé aussi l'origine et la forme de ces apports azotés.
donc notamment la forme organique ou minérale. Aujourd'hui, sur les formes minérales, la forme essentiellement utilisée, c'est la forme uréique qui est utilisée et qui représente à peu près dans chaque étude, comme on le voit là, 10 kg de forme uréique peuvent produire à peu près plus de 50% de gains en azote assimilable. Sur les formes organiques, là, ça commence à être un peu plus complexe parce que l'organique, il y a une grande diversité et beaucoup d'origines. Et ils sont allés regarder entre de l'origine végétale, de l'origine à base d'algues ou de l'origine à base animale, quelles ont été les réactivités par rapport à ces origines-là. Ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que les origines animales, déjà dans leur composition, ont des formes azotées un peu plus libres, notamment les formes d'acides aminés, et qui permettent en fait tout simplement d'avoir une meilleure assimilation et une meilleure stabilité sur le gain d'azote assimilable. Donc au final, il y a quand même cette notion à avoir il y a un effet dose à la parcelle et il y a aussi toute une connaissance sur l'origine des formes que l'on utilise, notamment pour l'organique où potentiellement des formes sous origine animale, base acides aminés, sont plus réactives sur le gain en azote assimilable. Et enfin, forcément, et ça je pense qu'on le connaît tous, mais c'est les conditions abiotiques, donc abiotiques liées à l'environnement, ou les conditions biotiques liées au vivant, qui sont importantes à gérer à la parcelle. Donc si déjà je regarde ma vigne, forcément la fertilisation foliaire, pour la piloter, il faut déjà regarder le statut carentiel de sa vigne et notamment l'activité photosynthétique. Donc la présentation de Guillaume l'a bien démontré qu'il y a quand même une connaissance à avoir sur quel statut à l'heure actuelle la parcelle est. Et il y a également des paramètres donc abiotiques liés à l'environnement qui sont conseillés pour favoriser tout simplement l'action de la fertilisation et notamment l'absorption de la vigne de l'azote qu'on va apporter. Donc les conditions, c'est forcément de maintenir, d'optimiser l'humidité, des températures qui ne sont pas extrêmes et notamment des conditions de vent. Donc là, c'est plutôt pour la qualité d'application. Tout ça à voir, et là peut-être que plus tard des études vont arriver, c'est qu'il y a quand même aussi cette vigilance en fonction des origines apportées et des doses à apporter, notamment sur des fins de cycle, de ne pas aussi aller générer plus de pression phytosanitaire sur les parcelles. Donc toute cette synthèse, au final, c'est plus de 10 ans de recherche dans les centres techniques et dans les centres de recherche. Et le projet NV2, son dispositif que Olivier a présenté tout à l'heure, nous a permis en fait d'aller aussi regarder ces effets de fertilisation foliaire. Donc pour rappel, dans le dispositif, on a 4 parcelles qui sont en dispositif recherche, donc bloc aléatoire dans les parcelles, sur 2 vignobles, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, et avec aussi 2 cépages, donc un merlot, vous verrez, il a quand même une dynamique assez particulière, et 3 sauvignons. On l'a réalisé sur 4 millésimes, donc avec des conditions climatiques bien particulières pour chaque millésime, de 2017 à 2020. Au niveau du dispositif, donc chaque modalité, on a regardé la modalité fertilisation organique au sol et fertilisation organique au sol plus de la fertilisation foliaire. Les 2 modalités ont reçu 40 unités d'azote au sol au printemps d'origine organique. En 2017, on a réalisé cette première modalité donc, de fertilisation foliaire à base d'un engrais foliaire d'origine organique, base animale, acide aminé, dose de 90 grammes d'azote par litre. Et on a fait 2 applications donc à partir de la véraison, suite aux recherches, aujourd'hui à l'ensemble des recherches qui ont pu être faites, 2 fois 10 litres à ce stade-là. La stratégie a changé de 2018 à 2020, vous verrez pourquoi. On a fait une dose supérieure, donc on a doublé la dose. On ne s'est pas arrêté à 20 litres hectares, mais on a augmenté, on est allé à 40 litres hectares pour obtenir 3,6 kg d'azote à l'hectare. On a réalisé un fractionnement des apports et on a commencé beaucoup plus tôt dans le cycle de la plante. On a commencé dès les 5 premières feuilles étalées jusqu'à la formation du fruit, à la fermeture de la grappe. Quand on a regardé les gains en azote assimilable, donc là vous avez les graphiques, par rapport aux témoins fertilisation organique au sol, quel est le gain
de ma fertilisation foliaire sur mon azote assimilable des mous. On peut voir déjà une différence entre 2017 et les 3 autres millésimes. 2017, ça a été un millésime, bon déjà les conditions climatiques étaient un peu particulières, mais sur l'ensemble des parcelles, donc vous avez là le descriptif à votre droite, vous voyez que l'ensemble des parcelles, presque aucune, voire aucune, n'a répondu à cette modalité de fertilisation foliaire. C'est pourquoi en 2018, la stratégie a changé d'aller travailler sur des stades plus précoces, d'aller travailler sur des doses plus importantes et surtout sur du fractionnement pour amener la plante à assimiler au fur et à mesure l'azote et à le remobiliser dans la plante. On voit que sur 2018, 2019, 2020, les réponses déjà sont plus positives et en 2020 significativement supérieures avec un réel gain de l'azote assimilable par rapport à la fertilisation au sol. Quand on regarde le descriptif au niveau des parcelles, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une influence, et tout à l'heure j'en parlais, du cépage, mais également de la région et aussi de l'échelle de la parcelle. Si on regarde au niveau du rouge, du merlot buscayer qui est cette parcelle, ça reste une parcelle qui avait un profil d'azote assimilable à 80 mg d'azote par litre, donc déjà un profil assez carentiel sur sa dynamique. Et c'est une parcelle qui a au final assez peu répondu, voire en 2020 quand même un petit peu, mais assez peu répondu à ces fertilisations foliaires. Cette observation, elle est quand même assez comparable aujourd'hui avec l'ensemble des études qui ont eu lieu sur la fertilisation foliaire, notamment des études en Suisse. C'est que le profil carentiel de la parcelle, quand on est sur des parcelles réellement carencées, même la fertilisation foliaire a du mal à aller pallier au manque d'azote qu'il peut y avoir dans tous les organes de la plante. Donc il y a quand même un besoin d'aller gérer cette fertilité de base à la parcelle qui nous permet la résilience aussi des effets millésimes. Enfin, un autre résultat que l'on a regardé, au-delà du gain de l'azote assimilable, c'est la qualité de cet azote assimilable. Et là, mes confrères peut-être en parleront mieux que moi, mais c'est d'aller regarder l'équilibre entre l'azote ammoniacal et l'azote aminé, qui a une influence aussi sur les dynamiques derrière de fermentation. Et ce qu'on a pu voir, et qui reprend aussi l'ensemble des résultats aujourd'hui observés, c'est que ce gain d'azote assimilable par les fertilisations foliaires ne change pas l'équilibre entre l'acide aminé et l'ammoniacal. Il y a vraiment un gain général, mais pas de différence au niveau de ces deux fractions. Donc pour résumer, ce qu'il y a à retenir, ce que nous on retient de ce projet NV2, c'est que déjà on était sur des apports organiques, donc le profil est différent par rapport à des profils minéraux, mais il y a réellement un besoin d'aller fractionner les apports pour optimiser l'assimilation au niveau de la plante, que la dose a une importance aussi sur ces apports-là, et que au-delà de tout ça, de ces aspects techniques, il y a toujours une influence du millésime et de la parcelle sur ces résultats-là. Donc pour résumer, j'espère que j'ai répondu un petit peu à cette question. Comment raisonner les apports foliaires minéraux ou organiques pour favoriser l'azote dans les mous. Déjà, il y a cette question d'aller au mieux, entre guillemets, respecter ces conditions que l'on connaît, qui sont les périodes d'apport, les modes d'apport et les quantités à apporter en fonction des profils de la parcelle. Bien sûr, de privilégier les conditions à la parcelle d'apport pour que cette fertilisation soit le mieux assimilée. Il faut savoir, ça c'est juste à titre indicatif, mais la fertilisation foliaire, c'est à peu près 90 à 100% d'efficacité d'utilisation 6 à 12 heures après l'application. Donc c'est quand même par rapport à une fertilisation au sol, alors on ne résume plus du tout à la même quantité d'unités, mais par contre en efficience et en utilisation dans la plante, on a quand même une méthodologie qui est beaucoup plus efficace. Et enfin, bien sûr, il y a toute cette connaissance de l'origine, notamment le minéral ou l'organique. L'organique se réfléchit plutôt sur tout le long du cycle de la plante que des formes uréiques ou minérales qui vont être beaucoup plus efficaces sur des fins de cycle. Et voilà, et surtout, ne pas oublier la fertilité de base des parcelles. Je trouve que la dernière diapositive de Guillaume en parlait bien, qu'au final, la matière organique, c'est l'élément de corrélation avec cet équilibre dans les mous, autant sur les stress hydriques que sur l'azote assimilable. Merci beaucoup.